On va reprendre le vieil adage qui veut dire que l'important c'est les 3 points parce que l'OM remporte une victoire importante dans cette troisième journée de Ligue 1. Une victoire importante, mais la question réelle qu'on doit se poser c'est est-ce que cet OM est en progrès? Alors oui, d'un côté, puisque c'est le premier clean sheet de la saison, 10 matchs que l'OM n'avait pas réalisé sans que l'OM ne prenne pas de but et un très grand match de Paolo Lopez, mais on a eu 60 minutes durant lesquelles l'Olympique de Marseille a manqué de liant et on doit se poser la question si vraiment cet OM progresse dans le jeu. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour ce débrief à chaud. Il est à peu près 22h, j'ai changé encore de lieu pendant mes vacances et je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Je ne sais pas à quelle heure sortira cette vidéo puisque la connexion est complètement inégale ici, inégale comme l'est cet Olympique de Marseille, et c'est ce que j'ai tweeté en tout à la fin de la première mi-temps. Alors on va revenir évidemment sur les faits de match, on va revenir sur les choix de Marcelino, on va revenir aussi sur les top flops avec la revue d'effectifs, et puis on se projettera sur la suite avec l'arrivée d'un joueur qui risque de faire parler et qui a déjà commencé à faire parler sur les réseaux sociaux. Alors déjà, l'effet de match, eh bien, c'est d'abord ce premier but marqué par Chancel Mbemba sur un coup franc très bien tiré de la part de Jordan Verretou. Un coup franc obtenu par Iliman Ndiaye. Ça sera la seule bonne chose qu'il aura fait dans cette rencontre, Iliman Ndiaye, qui est vraiment en dedans. Et j'en suis très peiné. Mais je ne tirerai toujours pas de conclusion tout de suite. On se reparlera de lui d'ici la fin du mois de septembre. En tout cas, coup franc très bien tiré. Chancel Mbemba, qui était titulaire, qui claque une superbe tête hors de portée du gardien breton. Et l'OM commence le match parfaitement. On avait l'impression, là, dans ces 5 premières minutes, que l'OM avait vraiment pris le match par le bon bout, puisqu'Ismail Assar a croqué. Au bout d'une minute, une passe magnifique d'Amin Harit et Ismail Assar aurait dû marquer à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il était hors jeu ou pas? Je vous avoue, de ma connexion et de mon téléphone, c'est là où je regardais le match, je ne sais pas, à vous de me dire s'il était hors jeu ou pas. En tout cas, à partir de là, on a le match qui a complètement vrillé, dans le sens où l'OM va laisser le ballon à Brest et on va avoir une possession qui va aller jusqu'à 60-65% du temps du côté de Brest et des situations, de nombreuses situations où l'OM s'est retrouvé en difficulté, j'ai le sentiment, sur ses côtés, donc évidemment sur son latéral, Lodi et Klose, qui ont plutôt fait un bon match, mais sur la manière dont les offensifs les ont protégés, parce que on a souvent eu des centres du côté breton et brestois, et on a eu justement cette tête, je ne sais plus de qui, du côté de Brest, qui aurait dû égaliser complètement et qui s'est retrouvé dans les 6 mètres. Alors, sur ce coup-là, Paul Lopez, il a du mal à sortir. Est-ce qu'il peut sortir ou pas? En tout cas, il y a beaucoup de défenseurs dans la surface de réparation, Gigot et Chancel Mbemba notamment, et l'attaquant ne cadre pas sa tête. C'est un mal pour un bien du côté de l'Olympique de Marseille. Puis on va avoir un Paul Lopez qui va sortir plusieurs arrêts en fin de première mi-temps, avec cette charnière centrale qui va se retrouver en difficulté, du liant. Ça manquait de liant défensif, ça manquait de liant également offensif, parce qu'il y aura eu très peu de situations. Peut-être une ou deux après la pause fraîcheur. J'ai eu le sentiment que l'OM avait repris la main, remis le pied sur le ballon, mais c'était insuffisant pour cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, on n'a pas Lopez qui va sortir un ou deux bons arrêts avant la 60e minute, moment durant lequel Marcelino va faire son deuxième changement, parce qu'on avait Amin Harit qui est sorti sur blessure. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas d'infos sur la gravité de sa blessure. J'espère que son genou n'est pas gravement touché. Et on a Mugueux qui est rentré, et surtout on a Iliman Ndiaye qui est sorti, on en parlera juste après, et on a Vitinha qui est rentré, affûté, Golgoth, prêt à tout déchirer, et il est rentré avec le couteau entre les dents. Premier ballon, c'est lui qui est dans la surface de réparation et qui sert de déviation pour je ne sais plus qui va frapper. On a ensuite le centre qui va venir sur le côté gauche et Vitinha qui va essayer de se retrouver justement pour marquer.
le défenseur ou le gardien qui repousse le ballon, et on a Ismail Assar à l'affût, opportuniste, qui va marquer ce deuxième but, qui va faire beaucoup de bien à cet Olympique de Marseille. Et puis évidemment là, le match va se débrider complètement. On va avoir les changements du côté de Marcelinho qui ont fait énormément de bien dans cette deuxième mi-temps, et on a cette équipe de l'OM qui va se procurer énormément de situations, notamment Aubameyang, qui a une balle de 2-0 d'ailleurs. Il me semble, je crois que c'est une balle de 2-0 ou 3-0, mais dans ma tête c'est une balle de 2-0 sur un centre de Lodi, où on a Aubameyang qui ouvre trop son pied. C'est peut-être la balle de 3-0, vous me direz en commentaire. Et en tout cas, Aubameyang qui va avoir plusieurs situations, Guendouzi également, Vitinha qui va en avoir une, le gardien qui fait un très bel arrêt, Mugue qui va se retrouver trop court sur une passe de Guendouzi. Bref, l'OM aurait dû marquer ce troisième but. Et on a une deuxième partie de match qui est plus à l'avantage de l'OM, mais c'est normal aussi, on peut imaginer et envisager que les Brestois couraient derrière le score et peut-être avaient un peu lâché les armes. Du côté de la défense, ça a été quand même solide avec Pau Lopez, mais on a subi pas mal d'occasions. Et je pense que Brest aurait mérité de marquer au moins un but dans cette rencontre. Alors, les choix de Marcelino. Déjà dans sa tactique initiale, il avait donc choisi de reconduire ses latéraux que l'on connaît. Il avait mis Balerdi sur le banc, donc il a choisi de garder Chancel Mbemba, qui semble toujours en instance de départ si on lit la presse. Bon, en tout cas, bon match de Chancel Mbemba que j'ai trouvé mieux dans les duels défensifs, et puis bien évidemment très bon dans son duel offensif parce qu'il a marqué. Il avait choisi de reconduire Ronchtou au milieu de terrain. Il avait choisi de titulariser Amin Harit. Et il avait gardé Ismail Assar, Iliman Ndiaye et Aubameyang. Et avant de rentrer dans les top flops, ces choix ont été payants du côté de Chancel Mbemba, mais n'ont pas été payants offensivement. On a toujours un Iliman Ndiaye qui se retrouve en difficulté. Et je pense qu'il serait intéressant de pouvoir le laisser souffler et le laisser respirer. Alors je sais que la trêve internationale arrive après le match face à Nantes de vendredi, que cette trêve internationale elle devrait faire du bien à Iliman Ndiaye qui va retrouver la sélection sénégalaise, qui va pouvoir souffler, digérer une partie de son transfert, repartir un peu de zéro parce qu'il a besoin vraiment de confiance, et on l'a senti dépité à la sortie de son match parce qu'il a raté son match une nouvelle fois. Donc ce choix-là, je pense qu'il est discutable, et quand on voit la hargne et la rage qu'a Vitinha, je suis pas encore un partisan de la doublette Vitinha-Aubameyang parce que j'ai pas aimé voir Vitinha sur le côté gauche du 4-3-3 quand Guendouzi est rentré, mais force est de constater que ça peut fonctionner peut-être de les voir à deux, en tout cas avec Aubameyang, ou peut-être de faire souffler Ndiaye et Aubameyang et de mettre justement Vitinha devant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On a cet OM qui est passé en 4-3-3 en fin de rencontre. Je n'ai pas senti que c'était un 4-3-3 qui allait apporter énormément, mais il y a peut-être plus de stabilité et d'équilibre dans cette équipe que dans le 4-4-2. En tout cas, ce 4-4-2 progresse par rapport au début de la saison, aux 4 premiers matchs qu'on a pu voir. Mais il y a encore des choses à affiner. Alors si on passe au top flop, évidemment, Pau Lopez est grand top de cette rencontre. C'est même pour moi l'homme du match parce que c'est lui qui maintient l'OM à flot. Et quand ça va pas, il faut le dire, il a été très critiqué et j'ai été très critique envers lui. J'espère qu'il ne nous a pas sorti tous ses arrêts sur cette rencontre et il n'en sortira plus après. Mais là, on a eu un très grand Pau Lopez et on a envie de le voir à ce niveau-là lors des prochaines rencontres. J'ai aimé les performances de Klose et de Lodi, même s'ils n'ont pas été protégés par leur milieu de terrain offensif. Mais très intéressant, et on va voir comment Murillo va arriver dans cet effectif parce que Klose va avoir besoin de souffler. Et Lodi, on l'a vu suppléé par Soglo la semaine dernière face à Metz. Ça va être bien, c'est bien s'il y a une rotation dans cet effectif. Le duo Gigot-Mbemba, je l'ai trouvé solide, je l'ai trouvé intéressant, voilà, après avoir comment dans la rotation Balerdi peut revenir. Ronchtou, Rongier-Verretou, ouais, des moteurs, mais ça manquait de liant. On a senti qu'ils voulaient tous les deux réaliser des longues transversales. C'est neutre, voilà, c'est pas assez, ça n'a pas assez pesé sur la rencontre à mes yeux, et notamment durant ce trou d'air subi ou volontaire, à vous de me dire,
durant 60 minutes entre la cinquième et l'arrivée de Vitinha. Il n'y a pas eu cette maîtrise qu'on aimerait voir. Alors est-ce que c'est la signature de Marcelino? On va le savoir dans les toutes prochaines semaines évidemment. Côté droit, Sarr a été buteur, donc il est bien. Maintenant il doit être plus efficace. C'est vraiment le point que je mettrai en avant sur sa performance. Il a été partout, on a vu sa hitmap, il a joué 38 ballons de mémoire et il était un peu partout sur le terrain. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est recherché ou est-ce que c'est une débauche d'énergie inutile? Voilà, à voir. En tout cas, bien d'avoir ouvert son compteur but. Je pense que c'est un joueur qui va marquer beaucoup cette saison. J'espère plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives. En tout cas, c'est les objectifs que je lui fixe si j'étais l'entraîneur. Et gagner en efficacité. En tout cas, c'est un bon match de sa part. Côté gauche, Amin Harit, trop juste, pas à l'aise, en tout cas pas à l'aise peut-être par rapport à son poste d'ailier gauche, mais il y a un vrai souci sur ce poste gauche à l'OM. Unai a pu souffler 100%, ça c'est bien par rapport à cette rencontre. Mais Harit, oui, on va voir comment il va revenir après son contact. J'espère qu'il n'est pas gravement blessé. Iliman Ndiaye, bien évidemment, il fait partie des flops naturellement par rapport à sa piètre performance, mais je voulais expliquer. Voilà, je ne tirerai pas de conclusion, c'est un joueur que je soutiens et que j'ai envie de voir, et j'ai tweeté durant la rencontre d'ailleurs que le football va très vite, puisque on a un Iliman Ndiaye qui est sorti dépité, pas sous les sifflets du public, mais voilà, je lis pas mal de choses et beaucoup de personnes se posent des questions sur ce joueur. On verra. N'oublions pas Vitinha qui était perdu il y a encore 3 mois et qui aujourd'hui est un joueur totalement différent et qui est en train de conquérir le cœur des supporters de l'Olympique de Marseille quand on voit encore une fois comment il est entré dans cette rencontre. Donc voilà, ne pas tirer de conclusion trop vite. Aubameyang, intéressant qu'il ait joué encore une fois 90 minutes, je crois. Il a joué les 90 minutes, donc il est prêt pour jouer l'ensemble des rencontres. Manque d'efficacité. Il sait se procurer, il sait se trouver au bon endroit, au bon moment. Mais je vous avoue que là, je suis plus dur avec Aubameyang qu'avec Iliman Ndiaye. J'attends plus d'Aubameyang, comme j'attends plus d'Iliman Ndiaye, c'est naturel. Mais j'attends qu'Aubameyang soit plus efficace devant le but. Après, encore une fois, quand l'OM gagne, c'est plus facile et d'être critique. Je dirais qu'Aubameyang, le jour où il va ouvrir son compteur but en Ligue 1, avec l'OM en tout cas, ça va arriver assez facilement. En tout cas, voilà pour moi mes top flops. Après oui, l'entrée de Vitinha a été très importante. Mugueux, je l'ai trouvé bien, mais un peu court sur la fin physiquement. Que dire d'autre? Non, ouais, surpris de ne pas avoir vu Unai rentrer dans cette rencontre. Et puis maintenant, on va passer à la suite. Et l'OM qui sera leader de cette Ligue 1 à l'issue de la journée. Il y a PSG Lens en ce moment qui se dispute. Quoi qu'il arrive, l'OM sera leader. 7 points en 9 matchs. C'est pas mal. C'est insuffisant par rapport à la rencontre de Metz qui fait tâche, parce que l'OM aurait dû l'emporter. Mais pour un effectif qui est complètement remodelé en termes numériques, en termes de points, c'est bien. En termes de contenu, c'est insuffisant. Insatisfaisant, je dirais. On attend plus, on attend mieux. On attend davantage d'automatisme. Mais en même temps, c'est normal quand on change l'effectif. D'ailleurs, on va se parler bientôt, quand je serai de retour. On va se parler de ce mercato. On va se parler des changements de Pablo Longoria. Et on va se poser la vraie question de savoir s'il faut être critique. Est-ce que ce sont des changements qui sont bénéfiques? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et puis on a Murillo qui va arriver. Donc Murillo, latéral droit, pour suppléer notre Jonathan Klaus, qui fait un très bon début de saison à mes yeux. Je ne connais pas le joueur encore, donc si la connexion me le permet, je vous partagerai mon avis. En tout cas, j'ai lu pas mal de choses sur les réseaux sociaux à son encontre, et beaucoup de personnes sont très critiques et très négatives autour de lui. Donc ça mérite évidemment une analyse, ça mérite d'en savoir plus et de savoir justement pourquoi l'OM s'est penché sur lui, pourquoi le duo Pablo Longoria-Javier Ribalta se sont penchés sur lui, sur un transfert qui va être estimé entre 2,5 et 3 millions d'euros. Pour un transfert sec, c'est pas un prêt sans option d'achat. Curieux.
d'en savoir plus sur le joueur. En tout cas, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Encore une fois, merci pour votre soutien. Je suis encore en congé. Le décor est primaire, mais ça me fait très plaisir de vous retrouver et de vous partager mon regard sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc on va essayer de continuer comme ça encore une semaine. Et puis après à Nantes, on se retrouvera pour une fin de saison, non, une fin d'année qui va être chargée. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une bonne journée si vous voyez cette vidéo. Allez l'OM, merci Marseille d'avoir gagné. Ça rend le week-end plus léger et on a hâte de se retrouver. Est-ce que l'OM est trop progrès? Oui, comptablement. Dans le jeu, il y a des améliorations, mais c'est pas encore suffisant à mes yeux. Bonne journée et à très vite.